Christelle et moi, déjà, on est heureuse de vous accueillir pour ce séminaire d'échange et on vous voulait un petit peu expliquer le contexte dans lequel ce séminaire a été organisé. Alors, c'est un webinaire, un séminaire d'échange autour de l'utilisation des Google Earth Engine qui était organisé et donc elle sera animée en interaction entre l'école universitaire de recherche H2O Lyon et le laboratoire du CNRS Environnement, Vie, Société, toujours de Lyon. Donc, quelques mots sur ces deux établissements, ces deux structures. H2O Lyon, c'est une école universitaire de recherche qui a été créée en 2018, qui inclut 13 unités de recherche sur les sciences de l'eau et des bassins versants à Lyon et à Saint-Étienne. Également, inclut 12 établissements. Et H2O Lyon donc, travaille autour des quatre axes, quatre piliers principaux qui sont l'interdisciplinarité, l'internationalité, le lien entre formation et recherche et également le lien avec les praticiens et donc les questions socio-économiques. Et une des actions d'H2O Lyon, c'est celle d'organiser donc des événements scientifiques comme celui d'aujourd'hui pour favoriser le lien entre les différents acteurs de la communauté H2O. Je passe la parole à ma collègue Christelle. Donc, moi, je vais vous présenter l'UMR Saint-Maurice Environnement Ville Société, qui est une unité mixte de recherche qui va travailler activement sur la dynamique du changement entre l'environnement, la ville et la société, et au travers de l'étude des interactions entre acteurs et actants du changement. Les thématiques qui vont être développées au sein de cette unité de recherche vont être, par exemple, la circulation des données, des personnes et des matières, l'urbanisation, la fabrique urbaine, ou l'anthropisation des milieux. Et au travers de cet axe de recherche, entre guillemets, il va y avoir un groupe au sein de EVF qui sera assez dynamique en hydrogéomorphologie fluviale. Et c'est au travers de cette équipe qu'on a réussi à monter aujourd'hui le webinaire. L'unité, elle est présente sur différents sites sur l'espace Lyon-Saint-Étienne et elle est structurée autour de 7 ateliers qui sont des polarités de recherche en fait, au sein de l'unité. Elle est également épaulée par 3 plateformes techniques et méthodologiques, dont ISIC, dont je fais partie. ISIC pour ingénierie spatiale, images et géomatique. Les 2 ateliers qui vont nous soutenir aujourd'hui, c'est socio-écosystèmes, qui vont travailler donc sur les systèmes complexes qui vont impliquer les composantes biophysiques et sociétales en interaction constante. Et l'atelier SNEC pour spatialité numérique et géomatique qui va se focaliser sur les aspects méthodologiques associés à un ensemble de pratiques autour de l'information géographique. Donc, le programme de cet après-midi, donc on va d'abord vous introduire un petit peu cet après-midi Google Earth Engine avec Christelle et puis on passera donner la parole à 4 collègues qui vont nous présenter 4 exemples d'applications. On a choisi ces exemples d'applications pour vous donner un aperçu un peu des différentes thématiques qui peuvent être abordées à travers Google Earth Engine et également différentes approches et d'utilisation de l'outil. Et puis, on finira avec un petit moment de discussion auquel tout le monde peut participer. Alors, pour la partie d'introduction, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Google Earth Engine pour qui ne le connaît pas? Donc, c'est une plateforme d'accès et d'analyse à des données environnementales qui ont à l'échelle globale. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tout le temps faire des analyses à l'échelle globale, mais on a accès à des données dont la couverture spatiale est globale. Et Google Earth Engine est basé, bien évidemment, sur la plateforme cloud de Google et pour aller un peu plus loin, également sur le cloud storage. On verra plus tard peut-être ce que c'est. Et donc, on peut accéder à des données satellites, d'imagerie satellite. On peut produire ou utiliser des algorithmes existants pour faire des traitements et donc appliquer pour nos problématiques les analyses qu'on veut faire, on souhaite faire. Le public, du coup, est varié. Il y a des chercheurs, des développeurs et également des gestionnaires de l'environnement. Une des points forts des Google Earth Engine, c'est du coup le multi pétaoctet de base de données, de catalogue de données qui sont prêts à l'emploi
D'ailleurs, c'est un des points forts de Google Earth Engine. Et également, il y a un éditeur de code disponible sur le langage JavaScript qui est disponible à travers une interface web que vous voyez sous la gauche, interface web qui est un petit peu organisée voilà, en 4 parties. Vous avez les images et les couches que vous produisez et c'est affiché sur le bas. Et puis en haut, 3 parties. Donc, vous pouvez appeler vos scripts ou script existants et les couches sur la gauche, et travailler directement sur le code JavaScript au milieu, et puis sur la droite, vous pouvez visualiser les données et également voir voilà, les tâches que vous allez produire avant le passage sur le cloud. Et tout ce qu'on vient de vous dire, donc c'est reporté aussi, il y a un article qui a été publié en 2017 sur Remote Sensing of the Environment qui dit tout ce qu'on va vous dire là. Mais en sachant que Google Earth Engine existe depuis 2010. Et puis également, pour qui veut aller un peu plus loin, l'avantage, c'est aussi qu'il y a une API Python, mais du coup, pouvoir travailler sur son propre PC en local avec Python et en s'interfaçant avec Google Earth Engine. On vous disait, donc, un des points forts de Google Earth Engine, c'est le catalogue. Il y a une grande quantité de données diverses qui sont disponibles, prêtes à l'emploi, des données plutôt sur la thématique de climat et la météo, des données bien sûr d'imagerie multispectrale à haute résolution spatiale comme ça peut être Landsat ou Sentinel et également des données plus géophysiques comme de modèles digital de terrain ou de données d'utilisation de sol. Sur la droite, donc, vous avez un extrait du tableau de l'article dont je vous parlais tout à l'heure où on voit un petit peu donc, cette catalogue de données avec les résolutions spatio-temporelles et la couverture spatiale et temporelle qui est représentée par ces données. Donc, on peut aller de données à l'échelle de quelques mètres jusqu'à plusieurs kilomètres. Et également, en termes de granularité temporelle, on peut aller de données à l'échelle de l'heure jusqu'à des données synthétiques annuelles. Donc, il y a à la fois des données primaires, donc comme les images, mais également les produits dérivés de ces données qui sont accessibles sur Google Earth Engine et la couverture temporelle de ces données, donc c'est depuis les années 1980 environ. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Google Earth Engine? On peut faire on a beaucoup d'applications. Il y a plusieurs special issues qui ont été publiés notamment sur Remote Sensing. Là, on vous en a mis un de 2019 qui recense du coup plusieurs applications de Google Earth Engine. Et puis, en particulier, on a sélectionné cet exemple sur la gauche, en bas à gauche, qui c'est une review des applications entre 2011 et 2017. Et on a extrait ces deux figures qui montrent, bon, sur la gauche, du coup, c'est la distribution spatiale des utilisations de Google Earth Engine pour les applications. Et donc, on voit, par exemple, qu'il y a les États-Unis qui sont les pionniers on va dire, dans l'utilisation de Google Earth Engine. Et puis, sur la droite, en bas à droite, vous avez une autre graphique où il y a les thématiques donc, qui sont abordées. Donc, on voit que le gagnant, c'est quand même les thématiques en lien avec la végétation, la forêt, la végétation, alors que sont moins traitées les thématiques comme sur la droite du graphique, les études urbaines ou alors les sciences du climat ou le sol. Alors moi, je vais passer aux exemples, aux sites web et aux API qui existent, qui vont nous permettre justement d'attaquer les données présentes dans Google Earth Engine. Donc là, le premier exemple, c'est Explorer pour Google Earth Engine, qui est une application en fait, sur laquelle on va pouvoir aller chercher une donnée d'intérêt assez facilement par rapport éventuellement à un polygone qu'on a dessiné ou qu'on a intégré directement en lien avec une extension qu'on peut installer sur QGIS, d'accord. Et puis, donc on peut aller chercher ces données, les visualiser sous différents formats, des compositions colorées, fausses couleurs, des indices spectraux, mais on peut aussi très vite faire une classification supervisée à l'aide du random forest ou autre pour avoir des résultats assez précis à différentes dates sur un phénomène que l'on souhaite étudier. Ici, vous avez un autre exemple de produit qui est dérivé de Google Earth Engine, qui est un travail qui a été mené par le CMU, le Carnegie Mellon University. C'est ce qu'on appelle la time-lapse, qui va nous permettre en fait, d'évaluer l'évolution d'un phénomène ou d'un site au cours du temps. Et donc là, on a choisi l'exemple du glacier colombien en Alaska,
où on voit qu'il y a une très nette rétractation entre les années 84 et aujourd'hui, avec bien évidemment des vitesses de recul qui varient d'une année sur l'autre. Et ça, on peut le voir grâce au travail qui a été réalisé par cette université. Alors, ce que je souhaite rajouter, c'est qu'en fait, par rapport à ces sites web, ces interfaces web qui existent sur Internet, on peut soit avoir accès au code, si on veut, soit c'est bloqué. Et il y a aussi des fois un accès ouvert aux chercheurs, et ça, on va le voir dans une autre interface qui est ici, qui est le travail qui s'intitule Climate Engine, qui va nous permettre de travailler avec des données, qui va nous permettre de travailler sur différentes thématiques en lien avec l'environnement. Cette interface Climate Engine va nous permettre d'aller chercher une donnée brute, par exemple. Ici, on a choisi Sentinel-2. Ça va nous permettre aussi, à partir de cette donnée, éventuellement d'extraire des indices spectraux. Ici, on a choisi le NDVI. Le NDVI qui va nous permettre de travailler indirectement sur la biomasse relative. Et puis, ensuite, on peut définir une période temporelle qui va nous intéresser. Donc là, on a choisi la période qui va du 11 avril 2022 au 8 juin 2022. Et en fait, sur cette période, on va calculer la moyenne des NDVI. Et au final, en fait, grâce à cette interface web, on va avoir une carte synthétique qui va nous montrer le NDVI sur une région. Donc là, on a sélectionné l'Ouest lyonnais. Mais on aurait pu travailler sur n'importe quel autre secteur et puis travailler, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, avec n'importe quel type de données qui existe sous Google Earth Engine ou qu'on peut dériver des produits bruts. Cette image pour présenter en fait le fait qu'il existe différentes APPS soutenues par Google Earth Engine. Et ces interfaces vont nous permettre de travailler sur différentes thématiques. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces interfaces sont accessibles au plus grand nombre, c'est-à-dire les non-experts, les personnes qui ne connaissent pas grand-chose, entre guillemets, aux images, aux données satellitales, mais aussi aux experts, c'est-à-dire que très vite, en fait, on peut obtenir des résultats sur un site, c'est-à-dire définir, par exemple, des sites d'intérêt dans le cadre d'un projet, mais on peut aussi très vite obtenir des résultats sur un objet que l'on veut suivre au cours du temps, de manière en lien avec la résolution spatiale et temporelle qui est offerte par Google Earth Engine. Donc, Google Earth Engine a sélectionné un certain nombre d'APPS. Alors ça, on ne sait pas forcément pourquoi, comment. La seule chose qu'on a l'impression, c'est que c'est lié aux enjeux sociétaux actuels, bien évidemment, et puis peut-être aux recherches qui se développent de manière plus importante autour de Google Earth Engine. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce sont des applications tournées vers l'utilisateur et on pourrait même dire que ce sont des applications user-friendly. Alors, pour finir, par rapport à cette première présentation, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'en fait, il y a des avantages et des inconvénients, comme tout outil, hein, à travailler avec Google Earth Engine ou les produits dérivés de Google Earth Engine. Le premier des avantages qu'on notera, c'est l'accès aux données au traitement, qui est assez important. La résolution temporelle qui est offerte, alors on a dit qu'il y avait 40 ans de données, mais il faut aussi noter le fait que pour un même type de données, on peut avoir des temps de retour qui sont relativement courts, ce qui nous permet de suivre vraiment un objet au cours du temps. Le fait aussi qu'il y a une large communauté en fait, qui est animée par Google Earth Engine à l'heure actuelle, que ce soit dans le monde de la recherche ou dans le monde des gestionnaires, et que donc on a beaucoup de soutien qu'on peut trouver sur Internet ou même dans la bibliographie référencée. Qu'il existe différents niveaux de traitement de la donnée. On vient de le voir là avec des API qui proposent des interfaces sur le web et qui permettent de traiter assez rapidement des données, de voir rapidement des résultats sur les thématiques qu'on souhaite développer. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on a la possibilité d'exploiter Python, l'API Python, pour pouvoir aller attaquer en fait, les données qui existent sur Google Earth Engine. Et les inconvénients en fait, qu'on notera par rapport à cette première présentation, mais qui pourront évoluer au cours des présentations qui vont suivre,
c'est le fait qu'on a a priori une donnée qui est libre. A priori, pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'en fait, il faut quand même avoir un compte Google pour pouvoir avoir cette aux données, que le cloud qu'on nous met à disposition est limité en termes de capacité, puisqu'on est limité à 15 gigaoctets. L'autre peut-être inconvénient pour certains utilisateurs, mais ça on pourra le développer avec les personnes qui vont suivre, c'est le fait que ça fonctionne avec l'API JavaScript, qui nous offre peut-être moins de possibilités à l'heure actuelle que l'API Python, mais ça, ce sera à discuter en lien avec les utilisateurs. Et puis, la résolution spatiale qui fait peut-être encore un peu défaut, c'est-à-dire qu'on a des données depuis 40 ans, ça c'est une chose, avec un temps de retour qui est relativement court, mais derrière, on a des résolutions spatiales qui sont encore grossières, entre guillemets, quand on pense qu'on peut travailler très vite à l'échelle, enfin la résolution à l'ultra haute résolution, c'est vrai qu'il manque encore ces données qu'on acquiert à partir de capteurs aériens. Alors, maintenant, on va passer du coup aux présentations. Juste, je fais une présentation rapide des différentes thématiques qu'on a sélectionnées, puis je présente rapidement aussi les différents intervenants. Donc, la première présentation, ce sera assurée par Pierre Lochin, qui est doctorant à l'UMR 5600, AVS, qui est basé à l'ENS de Lyon et qui travaille aussi, qui a un soutien de H2 de Lyon pour réaliser sa thèse, mais qui est donc aussi en lien avec l'Université de Santa Barbara. Donc, lui, il va nous présenter plutôt un travail qui a été fait sur la végétation riveraine. Ensuite, nous aurons une présentation de Baptiste Marteau, qui est à l'heure actuelle postdoctorant au sein d'EVS et qui est aussi un soutien de H2O Lyon. Lui, donc, il va nous emmener en Inde, sur le Gange, où l'idée, ça va être de voir l'influence des macroformes sur les températures de surface. Nous aurons une présentation ensuite de Clément Fraisse, qui travaille à l'heure actuelle avec François Mial à l'Université de Lyon 2 et qui va nous parler l'Avaca et Madagascar, tout simplement. Voilà. Et puis, nous finirons par le duo de choc, Patrice Carbonneau de l'Université de Durham au Royaume-Uni, et puis Simone Bizzi qui nous vient de Padoue. Et eux, ils vont nous montrer comment on peut travailler sur la classification des rivières à large échelle. Donc, je cède la parole tout de suite à Pierre Lochin, qui va pouvoir partager son écran. Donc, merci Christelle et Barbara pour l'introduction. C'est exactement ce qu'il me fallait avant de commencer ma présentation, qui va se concentrer sur une première approche des capacités et de tout ce qu'on peut faire avec Google Earth Engine. Vous allez voir que c'est un outil assez merveilleux quand on apprend à le connaître. Donc, ma présentation, elle va s'adresser aux personnes qui débutent avec Google Earth Engine ou alors aux personnes qui n'ont jamais touché à Google Earth Engine et qui sont intéressées par les capacités de cet outil. Donc, pour cela, je vais me baser sur mes travaux que je réalise actuellement au cours de ma thèse au laboratoire EVS à l'ENS de Lyon sous la direction d'Hervé Piéguet et de Michael Singer. Et donc, on va s'intéresser à la télédétection de la végétation et plus précisément des ripisylves sur le corridor fluvial du Rhône. Donc, pour commencer, je vais vous parler du contexte, pour vous mettre un peu dans le contexte de ma thèse et des sites d'études qu'on va utiliser. Donc, ce que l'on cherche avec ma thèse et dans sa première partie pour le moment, c'est d'analyser les liens entre les facteurs hydroclimatiques et les ripisylves via l'indice de végétation du NDVI. C'est l'indice qu'on a choisi, car c'est celui qui est le plus réputé dans la littérature et c'est celui qui nous a donné les meilleurs résultats pour le moment. Donc, pour analyser ces liens, on a choisi d'aller observer l'évolution du NDVI sur 18 sites différents qui sont distribués le long de l'Ain, donc ici en haut, et majoritairement le long du Rhône. Alors, tous ces sites, ils ont des caractéristiques communes, ils ont globalement la même densité de canopée, la même maturité, les mêmes espèces et la même surface. On a essayé de les répartir de manière homogène le long du Rhône et de l'Ain, afin d'avoir une vision d'ensemble sur le Rhône. Donc, comment on va faire ça? On va se baser sur l'utilisation des données sentinelles qui sont disponibles sur Google Earth Engine et de l'indice de végétation du NDVI. Donc, pourquoi avoir utilisé Google Earth Engine?
on a choisi d'utiliser GEE avec Sentinel-2 parce que je vais vous montrer le souci quand on veut regarder quelque chose, un phénomène à large échelle spatiale et temporelle. Si on prend le cas de Sentinel-2, entre 2016 et 2021, avec une résolution qui est dans notre région de l'ordre de 5 jours, une résolution temporelle, on peut, si on divise le nombre de jours entre 2016 et 2021 par 5, on obtient environ 438 images pour chaque site. Or, nos 18 sites sont répartis sur 6 tuiles de Sentinel-2. Donc, si on multiplie nos 438 images par les 6 tuiles, on obtient potentiellement 2628 images à traiter. Et donc, il faut savoir qu'une seule tuile complète contenant une image, ça représente 0,8 gigas de données. Donc, potentiellement 2,1 Tera d'images à traiter, à télécharger et à stocker. Donc, ça demande des capacités de stockage, des capacités d'accès à Internet et de temps assez énormes. C'est là que Google Earth Engine joue un rôle très important et via le fait qu'on peut éviter de télécharger ces données et tous les traitements vont se faire sur le cloud et on n'aura pas besoin de faire ça sur nos machines, ce qui nous évite d'avoir une machine performante pour soi-même. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi de travailler avec Google Earth Engine. Donc, notre but, c'est de calculer un indice de végétation, le NDVI, à large échelle. Et donc, l'objectif, ça va être d'obtenir une série temporelle de NDVI entre 2016 et 2021 pour chacun de nos 18 sites que je vous ai montrés précédemment. Donc, pour cela, on va partir d'abord des images brutes Sentinel-2. Donc, ce sont des images qui vont être non corrigées des effets de l'atmosphère et qui vont être brutes. On va prendre l'ensemble des images qui nous intéressent et on va ensuite les filtrer pour qu'elles correspondent à nos besoins. À partir de là, on va calculer le NDVI à l'aide des bandes du proche infrarouge et du rouge disponibles sur les satellites Sentinel-2 pour obtenir le NDVI sur chacune de nos images. Ensuite, on pourra extraire sur les zones qui nous intéressent où on a décidé d'extraire le NDVI une time series de NDVI. Voilà le cheminement global que l'on va suivre aujourd'hui. Et donc, pour cela, on a 4 grandes étapes. Donc, la première étape, ça va être de filtrer les images. On va filtrer les images en fonction de la date, donc entre 2016 et 2021 dans notre cas. Ici, le but de filtrer les images va être de garder uniquement celles qui nous intéressent. Et surtout, il faut bien se rendre compte que Sentinel a commencé son acquisition en juin 2015. Donc, on prend quasiment l'ensemble des données Sentinel. Ensuite, on va extraire les images, on va garder uniquement les images qui sont sans nuages et on appliquera un masque de nuages. La deuxième étape va correspondre à la correction des images. On va ici corriger les effets de l'atmosphère de l'image pour obtenir des données en réflectance de surface. La troisième étape va être de calculer le NDVI. Donc, on va calculer l'indice de NDVI sur l'ensemble de la collection d'images obtenue après la filtration. Et enfin, la dernière étape va être de visualiser nos résultats et d'exporter nos résultats en CSV afin que je puisse réaliser le traitement par la suite sur un autre logiciel que Google Earth Engine et j'expliquerai cela pourquoi. Donc, première étape, filtrer les bases de données, bien sûr. Donc, on va commencer avec ces premières lignes de code qui sont les lignes de code centrales de l'ensemble de nos traitements sur Google Earth Engine. On a ici, sur cette première ligne, on va aller chercher les données qui nous intéressent. On va aller sélectionner la source de données. Donc, comme vous pouvez le voir, j'indique aller chercher les données de Copernicus, donc les satellites européens, et je cherche uniquement les images issues du satellite Sentinel-2. La deuxième ligne est assez compréhensible. On va aller filtrer uniquement par date. La troisième ligne, elle, va nous servir à aller limiter l'emprise géographique. Et donc, pour ça, on va importer dans Google Earth Engine notre propre fichier shapefile avec, pour ma part, l'ensemble de mes 18 sites et on va pouvoir garder uniquement les images comprises dans mes 18 sites. Enfin, la deuxième partie, les deux dernières lignes de code sont un peu plus compliquées. On va d'abord
ici filtrer les images qui sont uniquement qui ont un taux de couverture nuageuse inférieur à 20%. Donc, cette ligne de code, elle est spécifique à Sentinel-2, car on utilise les métadonnées de Sentinel-2. Enfin, après avoir enlevé toutes les images qui sont supérieures à 20% de couverture nuageuse, il reste toujours un peu de nuage. Donc, ce qu'on va faire, ça va être d'utiliser une fonction pour masquer les nuages restants. Donc, cette fonction, on la retrouve ici. Bon, je vous épargne les détails, mais globalement, on va aller utiliser la bande QA60, qui se trouve également comme les bandes du proche infrarouge ou du rouge dans Sentinel. Et à partir de cette bande, on va pouvoir créer un masque de nuages et l'appliquer à l'ensemble de nos images de notre collection grâce à la fonction map que l'on va voir revenir plusieurs fois. Donc, une fois qu'on a lancé notre algorithme, on obtient cela. Donc, on obtient une image collection de 1700 éléments en fonction de ces critères-là. Et voilà une de ces images, une de ces 1700 images. C'est une image qui, ici, a été où on a appliqué le masque de nuage. Et on peut voir que le masque de nuage supprime bien de nombreuses zones, mais il faut quand même faire attention à ces images, car l'algorithme n'est pas parfait et peut laisser quelques résidus de nuages ou alors des ombres de nuages. Donc, il faudra bien penser à prendre en compte ça et à supprimer, par exemple, les outliers pour après, plus loin dans votre code, soit dans Google Earth Engine, soit sur un autre support comme je le fais. Deuxième étape, la correction atmosphérique. Donc, cette correction atmosphérique, elle n'est pas obligatoire sur Google Earth Engine. En effet, on a le choix sur le catalogue de Google Earth Engine, qu'ont montré Barbara et Christelle tout à l'heure. On a le choix. Quand on clique sur Sentinel-2, il y a deux choix qui apparaissent. Le premier choix, c'est donc des images en réflectance de surface. Et le deuxième choix, des images qu'on appelle top of atmosphère, la réflectance au-dessus de l'atmosphère. Donc, on appelle ces images level 1C et celles en surface réflectance level 2A. Moi, j'ai choisi de travailler, comme vous vous souvenez dans ma première ligne, avec uniquement les données S2, donc top of atmosphère, car il faut bien faire attention sur Google Earth Engine. L'availability des datasets n'est pas la même entre les deux. Ici, les données ne commencent qu'à partir de 2017, car Google n'a pas eu le temps de traiter l'ensemble des images. Donc, cette date recule et devrait arriver aux premières images donc, en juin 2015, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si on veut avoir les images de 2016 et les images de fin 2015, il est nécessaire d'utiliser les données top of atmosphère et donc de réaliser nous-mêmes la correction atmosphérique pour obtenir les images en réflectance de surface en bottom of atmosphère. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. Pour obtenir dans notre code les images en surface réflectance, il faut taper S2 SR et sinon uniquement S2 et on obtiendra les images en top of atmosphère. Donc, pour faire la correction atmosphérique, j'utilise de manière assez simple un plugin qui a été créé par ces scientifiques, Yin et Lewis, et qui ont créé un plugin qui va permettre de corriger les effets de l'atmosphère assez facilement. Ce plugin s'appelle SIAC et il est disponible pour Sentinel-2 et pour Landsat 8. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais appeler ce plugin et je vais l'appliquer à l'ensemble de ma collection que j'ai appelée S2 tout à l'heure et je l'applique avec, encore une fois, la fonction map qui va me permettre d'obtenir sur la variable S2 bottom of atmosphère l'ensemble des images corrigées des effets de l'atmosphère. Ici, en bas à gauche, on a le NDVI avec la correction atmosphérique. Donc, on peut voir que le NDVI va atteindre un peu plus de 0,8 au pic de la saison végétative, alors que sans la correction atmosphérique, on va être légèrement en dessous de 0,8. Donc, ces données-là sont utilisables et on peut les considérer comme des images en réflectance de surface. Donc, voilà pour cette étape, la correction atmosphérique. Passons maintenant au calcul du NDVI et à la visualisation des résultats. Donc, pour calculer le NDVI, on va définir une fonction de NDVI qui est implémentée dans Google Earth Engine avec la fonction Normalized Difference. Dans cette fonction, on va lui donner les bandes que l'on souhaite comparer. Donc, dans notre cas, le NDVI, la bande du proche infrarouge et la bande du rouge sur Sentinel-2.
Et ensuite, une fois cette fonction qu'on a appelée add_ndvi, on va pouvoir l'appliquer encore une fois avec la fonction map sur l'ensemble de nos données. Et donc, voilà le résultat qu'on peut obtenir. On obtient notre time series de NDVI tout au long, entre 2016 et 2022, pour ici un site. J'obtiens bien sûr 18 graphiques, et si je l'avais souhaité, j'aurais pu obtenir un seul graphique contenant mes 18 images. Mais pour des questions de lisibilité, j'ai préféré l'afficher un par un. Donc voilà un exemple, et ensuite, on va pouvoir utiliser ces données. Donc moi, ce que j'ai choisi de faire, car je ne suis pas très à l'aise avec l'interface Java, j'ai choisi de profiter de l'opportunité que nous donne Google Earth Engine pour télécharger ces données directement en CSV. Donc, vous pourrez ouvrir votre résultat et l'exporter en CSV directement sur votre machine. Le plus gros des traitements est fait, et moi, je n'ai plus qu'à faire de légers traitements sur des données qui ne pèsent presque plus rien. Et donc, la partie Google Earth Engine, pour moi, s'arrête à ce moment-là. Et je peux ensuite réaliser mes traitements sur le logiciel R. Et voilà, par exemple, un exemple de résultat. Ici, chaque point représente un de nos 18 sites. Ils sont classés en fonction de leur distance le long du Rhône par rapport à Genève. Et on voit, ce qu'on peut observer rapidement, qu'il y a un gradient de NDVI assez fort. Plus on s'éloigne de Genève et plus on descend vers l'embouchure du Rhône. Donc voilà pour l'utilisation de Google Earth Engine, mais je voulais m'intéresser à un petit bonus et ma manière aussi d'utiliser Google Earth Engine et ne pas me focaliser uniquement sur des données absolues, mais travailler sur des images et sur une visualisation spatiale du NDVI. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai gardé exactement le même début de code. Donc j'ai filtré mes données en fonction de ce que je voulais, avec une autre localisation, bien sûr. Et j'ai calculé le NDVI médian pour le mois de mai et le mois de juin. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour le mois de juillet et août. Donc, celle-ci correspond à la fin de la saison végétative, au moment où les arbres sont le plus stressés, et celle-ci au tout début de la saison végétative, au pic du NDVI, au pic de la saison végétative. Et ce que j'ai fait une soustraction entre ces deux images qu'on peut voir ici. Donc, S2 mai et juin et S2 juillet, août ici. Et j'ai soustrait les deux images. Ça me donne la variable NDVI_diff qui est juste ici. Et j'ai ajouté ma carte avec la fonction map_add_layer NDVI_diff avec les paramètres de visualisation ci-dessous afin d'obtenir une carte qui va montrer l'évolution du NDVI entre ces deux périodes et qui me donne la possibilité de visualiser là où le NDVI a baissé et va ensuite me permettre de me rendre compte de comment choisir mes sites en fonction de leur état de stress ou non. Donc voilà pour cette possibilité de visualisation qui est pour moi un des points négatifs de Google Earth Engine et c'est ce que je vais vous montrer maintenant pour conclure. Donc, une première question, est-ce que vous devez utiliser Google Earth Engine? Donc, pour moi, je vois deux profils principaux. Le profil de la personne qui a déjà des bases en langage, que ce soit en Python ou en R, mais avec Java, vous allez pouvoir retomber rapidement avec vos connaissances et comprendre comment fonctionne Java. Et dans votre profil, ça s'inscrit également dans un besoin d'analyser de grosses quantités de données sur des longues périodes spatiales et à des échelles importantes. Là, pour moi, Google Earth Engine est quelque chose d'absolument nécessaire avec le temps que cela va vous faire gagner. Dans un autre cas, c'est si vous avez besoin d'avoir le NDVI pour un seul moment et que vous n'avez pas de connaissances dans un langage de programmation, vous n'avez pas l'envie de vous lancer. Pour moi, Google Earth Engine n'est pas l'outil idéal, alors que comme l'ont présenté Christelle et Barbara, je vous conseillerais d'utiliser l'outil Climate Engine qui vous permet d'utiliser toutes les ressources de Google Earth Engine sans avoir à maîtriser le langage de programmation Java. De mon point de vue, Google Earth Engine, ça m'a permis d'économiser énormément de temps. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que malgré mon manque de compétences dans le langage Java, j'ai pu me reposer sur l'ensemble des forums de discussion comme Stack Overflow, Stack Exchange,
pour trouver des ressources d'aide, également avec le site officiel de Google Earth Engine. Un autre point positif pour moi, c'est la disponibilité des jeux de données et la disponibilité de Sentinel. Enfin, pour les points négatifs, le gros souci que je trouve, c'est le manque de possibilités de visualisation et d'export de nos visualisations. Par exemple, les cartes que je vous ai montrées, il est impossible de les visualiser direct, de les exporter avec la même visualisation depuis Google Earth Engine sur votre ordinateur. Il va falloir refaire toute la visualisation derrière avec un autre logiciel. Ensuite, la difficulté pour moi, c'est de prendre en main le langage Java, mais avec l'aide, on peut s'en sortir. Et enfin, deux points un peu plus larges, c'est le manque d'enseignement de Google Earth Engine en France dans les domaines spécialisés, et surtout le fait d'être dépendant totalement de Google et quid de l'accès dans le futur à l'ensemble de ces données, à nos codes, avec une possible restriction de Google en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc voilà pour mon ressenti avec Google Earth Engine et je vous remercie pour votre attention. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci. Merci Pierre pour cette présentation très claire, très éclairante pour les personnes qui voudraient commencer Google Earth Engine. Alors, on a eu 2 petites réponses. Alors, peut-être tu peux apporter un commentaire, enfin, en tout cas, une précision. La première, c'est le NDVI. Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Peut-être que ce n'était pas assez explicite. Alors, on te laisse éventuellement compléter là-dessus. Même si on a donné l'information, Normalized Difference Vegetation Index. Après, ça ne dit peut-être pas tout. Oui, j'ai oublié de le préciser, pardonnez-moi. Le NDVI, en fait, c'est un indice de végétation qui va nous renseigner sur l'état de la végétation, donc sur sa santé chlorophyllienne. Et donc, nous, on s'intéresse au stress hydrique. Et donc, plus le stress hydrique est important, plus le NDVI va être diminué, car la santé de l'arbre va être amoindrie. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'intéresse à cet indice. Mais il en existe une quantité astronomique d'indices, des indices pour évaluer, par exemple, la ressource en eau. Je pense que dans les prochaines présentations, on va en voir certains. Et donc, moi, j'ai choisi pour l'instant d'utiliser celui du NDVI. Je peux peut-être répondre à Emmanuel Mignot qui demande la résolution spatiale. La résolution spatiale, pardon, c'est 10 mètres de résolution avec Sentinel. Donc, pour l'instant, en gratuit, c'est ce qu'on a de mieux en termes de résolution temporelle. On l'a de 2015, de juin 2015, pardon, à aujourd'hui, à 10 mètres et tous les 5 jours en France environ. Alors, je vais juste te poser une autre question en lien avec la résolution spatiale. Donc, est-ce que tu as utilisé la résolution spatiale de tes données d'entrée ou est-ce que finalement tu as retravaillé cette résolution pour aller plus vite, entre guillemets, ou enfin, à toi de nous dire en fait comment ça s'est passé la suite? Non, j'ai utilisé la résolution native de Sentinel. Je suis resté avec les résolutions à 10 mètres uniquement. Il existe des possibilités de downscaling pour avoir des pixels plus fins, mais je n'ai pas pris l'opportunité de le faire. Là, il y a une autre question sur la résolution spatiale de Marta Crivellaro. Elle demande quelle est l'étendue des sites d'études considérés et quelles statistiques spatiales tu as utilisées dans chacune de site d'études pour avoir une référence unique de NDVI. Donc, pour chacun des 18 sites, on a pris des carrés de 100 mètres par 100 mètres, car on a des zones qui sont des zones de forêt qui sont assez petites. Et donc, pour avoir le maximum de pixels, pour éviter les erreurs, on a pris uniquement des zones de 100 mètres par 100 mètres. Et sur ces zones de 100 mètres, donc sur la période végétative, donc ici en France, d'avril à septembre ou de mai à septembre, on a fait une médiane sur chaque année, puis ensuite une médiane globale pour regrouper l'ensemble de nos valeurs de NDVI en une seule valeur, pardon. Voilà. Et alors, moi, j'aurais juste une petite question, peut-être pour finir ce premier échange. Pourquoi ne pas avoir exploité d'autres capteurs et être resté sur Sentinel pour ce travail que tu as fait à l'échelle du bassin du Rhône?
Ouais, donc on a essayé avec Landsat également pour avoir une vision sur les 40 ans, mais le fait que la résolution spatiale soit uniquement à 30 mètres ne nous convenait pas parce qu'on a on a cherché vraiment les forêts avec les mêmes espèces, donc on était vraiment très restreint. Nos caractéristiques nous limitaient en termes de forêt et on n'avait pas nos forêts n'étaient pas assez grandes pour avoir des zones où on pouvait multiplier le nombre de pixels de 30 mètres. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler uniquement avec Sentinel. Et c'est vrai qu'on manque un peu sur la longueur de nos données en n'ayant que 2016 à 2021. Mais malheureusement, les données de Landsat n'étaient pas assez précises pour nous. On va continuer donc avec la présentation de Baptiste Marteau sur le Gange. Donc moi, je vais vous présenter un exercice qu'on a fait sur le Gange, du coup, pour essayer de comprendre l'influence des macroformes sur la température de surface. Et je tiens à préciser déjà que ce n'est pas un travail que j'ai réalisé moi-même, mais que j'ai supervisé de nos deux amis et collègues indiens, Shivam et Liendu. Donc, je vais essayer de vous faire part un petit peu de ce qu'ils ont fait, en commençant du coup à préciser pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la température. Bon, rapidement, c'est un paramètre majeur qui contrôle pas mal de processus physiques, biologiques et chimiques en rivière. Et c'est un paramètre qui est assez difficile à appréhender dans sa dimension spatiale, notamment lorsqu'on travaille à large échelle avec des outils, disons, traditionnels comme des sondes de température, par exemple. Par contre, la télédétection, et notamment l'infrarouge thermique, nous permet cette approche spatiale, et notamment, du coup, en ce qui nous concerne aujourd'hui, les images satellites, qui ont en revanche une résolution plutôt large, et donc qui ne permettent pas de travailler sur tous les types de rivières. Donc, si on veut travailler avec des images satellites infrarouges, et notamment les images Landsat, on est obligé de travailler sur des rivières relativement larges, puisque la résolution, comme on va le voir après, est de l'ordre de 100 mètres. L'expérience, donc moi j'étais habitué de travailler avec des images thermiques, mais plutôt qu'on acquérit nous-mêmes. Et l'expérience nous montre que ce soit pour des images satellites ou autres, on a besoin quand même d'aller valider, d'aller vérifier l'information qui est mesurée. Et donc, en fait, l'objectif, c'était de combiner un petit peu tout ça, les images, le traitement d'images sous Google Earth Engine à large échelle, avec une validation sur le terrain pour vérifier que ce qu'on mesure avec les satellites est correct. Et pour ça, le terrain de jeu choisi était celui du Gange par nos deux collègues indiens. Le Gange, qui est l'une des plus grandes rivières du monde, l'une des plus larges, donc située en Inde, qui fait en tout plus de 2500 km, et dont le bassin versant recouvre 26% du pays à lui tout seul. C'est une rivière sableuse et à méandres qui ensuite, au Bangladesh, est rejoint par le Brahmapoutre et se jette ensuite dans la baie du Bengale. Et donc nous, le secteur d'études se situe dans la partie médiane du bassin, entre les villes de Mirzapur et Ghazipur, et couvre un secteur d'environ 240 km. Et sur ce secteur, le fleuve est déjà très large, puisque la largeur moyenne est d'environ 700 mètres, avec une profondeur qui dépasse 20 mètres par endroit. Et deux saisons ont été choisies en fait, dans le cadre de cette étude. Comme disait Pierre tout à l'heure, l'un des intérêts, c'est de pouvoir répéter les opérations à différentes fréquences. Et donc là, deux saisons ont été choisies. Une saison estivale, donc plutôt chaude et sèche entre avril et juin, et une saison hivernale, donc plutôt sèche aussi, mais froide, entre novembre et février. Et donc les objectifs de l'étude, c'était donc d'explorer un peu ce patron longitudinal de température sur un secteur de 240 km, pouvoir comparer les variations saisonnières et interannuelles, essayer de comprendre le rôle des macroformes pour contrôler ces motifs de température, en combinant à la fois des images d'un télédétection et une approche terrain pour valider ces mesures. Et en ce qui concerne la partie liée du coup à l'objet de notre thématique aujourd'hui, l'outil Earth Engine il nous a servi à extraire des informations sur les formes du lit,
pour pouvoir créer un masque en fait, qui va nous servir ensuite sur les images infrarouges à n'extraire que les pixels en eau. Ça, je vais y revenir. Pouvoir construire des profils en long, à la fois sur les macroformes et sur la température. Et puis pouvoir répéter cette opération, là pour le coup, 4 années successives sur 2 saisons avec des jeux de données qui sont déjà disponibles dans l'outil. Rapidement sur les matériels et méthodes utilisées, donc on a deux bandes existantes en fait par les satellites Landsat 8. Celle qui nous intéresse dans cette étude, c'est la bande numéro 10, qui a une résolution de 100 mètres et qui nous donne une information sur l'infrarouge thermique, donc une valeur de température de surface. On a aussi utilisé les bandes rouge, verte, bleu et proche infrarouge, qui elles ont une résolution de 30 mètres pour la classification des images et pour pouvoir déceler les zones qui sont en eau. Et enfin, en termes de résolution temporelle, on a travaillé sur 4 ans et sur 2 saisons différentes sur l'ensemble du secteur de 240 km. Et donc, on a utilisé les outils Earth Engine, mais aussi des outils de SIG, ArcGIS notamment, pour une partie des post-traitements. Un objet particulier en fait, sur ces images infrarouges, c'est la différence entre la résolution d'origine et la résolution du produit que l'on est en mesure d'utiliser. On est à notre disposition des images avec une résolution de 100 mètres, mais ces images ont été en fait acquises à 60 mètres. Et en fait, il y a un post-traitement réalisé directement avant que nous on puisse accéder à la donnée, qui change la résolution de sortie des images et qui crée 3 problèmes principaux. La première, c'est que du coup, on se retrouve avec une résolution déjà d'origine qui est plus grossière que les bandes rouges, vertes et bleues, par exemple, 60 au lieu de 30 mètres, et qui en plus, du coup, là, est augmentée à 100 mètres. Ça crée des problèmes aussi de rééchantillonnage des pixels, puisque du coup, les pixels sont artificiellement plus larges, et donc ils sont composites des pixels d'origine et de leurs pixels voisins. Et ce genre de traitement est problématique pour la température notamment, puisque la température peut varier très très vite entre un secteur chaud et un secteur froid, et donc créer ce qu'on appelle des mixels, qui sont en fait des pseudo-pixels qui mélangent différentes températures. Et en plus de ça, l'orthogonalité entre nos différentes couches est complètement déréglée, puisque on a d'un côté des images avec une résolution de 30 mètres et de l'autre des images avec une résolution de 100 mètres. Et donc la petite figure là sur le bas de l'image illustre un peu l'ensemble de ces problématiques que l'on a pour extraire uniquement ce qu'on appelle des pixels de vrai chenal en eau qui, au bout du compte, se retrouvent être vraiment, vraiment tout petits. Bon, ça s'est bien passé. Donc, à quoi est-ce que nous a servi finalement l'outil Earth Engine en fait, dans cette étude? Donc, 2 parties. La première partie, c'était la classification des images. Directement à partir du catalogue disponible, on a pu extraire les différentes bandes et pouvoir construire ensuite des métriques de forme en extrayant notamment le chenal en eau et les bancs de sable. Et ensuite toute une série de calculs d'indices qui pour le coup n'ont pas été faits dans l'outil Earth Engine, mais qui potentiellement pourront l'être à l'avenir. Et la deuxième partie, c'était le traitement des images thermiques, avec une première phase de correction atmosphérique, ça je vais y revenir, Pierre l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi très important pour les images thermiques, pour pouvoir construire une carte de température sur laquelle, à partir des produits du premier traitement, on a pu extraire uniquement les vrais pixels en eau à partir desquels la température pouvait être mesurée, et enfin produire un profil en long de température sur les 240 km. Donc voilà, les 2 parties pour lesquelles l'outil Earth Engine nous a été utile, c'est la classification des images et la correction atmosphérique. Même si l'ensemble de cette chaîne de traitement pourrait être en plus grande partie implémenté dans l'outil à l'avenir.
Je ne vais pas m'étendre sur la classification des images, mais l'outil qui a été utilisé, c'est un outil de type carte, qui est en fait un outil de classification supervisé qui fonctionne sous un système d'arbres de décision qui permet de catégoriser tel ou tel pixel en tant que zone en sable, zone en eau ou autre, en fait, pour pouvoir délimiter exactement le corridor fluvial, et qui a plutôt bien fonctionné en utilisant les 4 bandes rouge, vert, bleu et proche infrarouge pour pouvoir voilà, définir le corridor fluvial à l'échelle du Gange. Ensuite, la deuxième partie pour laquelle l'outil nous a été très utile, c'est pour pouvoir corriger les images thermiques brutes telles qu'elles nous ont, enfin semi-brutes du coup, parce qu'elles ont été rééchantillonnées, mais pouvoir corriger ce qu'on appelle faire une correction atmosphérique, parce qu'en fait, la distance entre le satellite et l'objet qui est imagé fait qu'il y a pas mal de paramètres, notamment la température de l'air, l'humidité de l'air, la densité des différents aérosols qui viennent polluer la lecture de la température qui peut être faite. Et donc, on a besoin de pas mal de paramètres atmosphériques pour pouvoir appliquer en fait, des corrections sur les images. Et ces paramètres, ils varient d'une date à une autre. Ils peuvent varier aussi d'un site à un autre. Et c'est le type de calcul qui peut être assez lourd et assez long à faire, mais plus facile à implémenter directement sous l'outil Earth Engine, qui nous fait donc gagner un peu de temps et surtout du traitement. Le type de résultats qu'on a obtenu jusqu'ici, donc ça, ce sont des données qui sont encore en cours de traitement, donc je ne vais pas pouvoir vous présenter des jolis graphiques clinquants, mais le type de profil en long en fait, qu'on a réussi à extraire sur les 200 km, multiplié par 4 années, et puis à chaque fois pour deux saisons différentes. Donc ici, on a par exemple la température en haut, on a la sinuosité, un indice de sinuosité qu'on a calculé, et la largeur des bancs de sable pour essayer de comprendre ces processus géomorphologiques qui contrôlent la température. On a aussi la profondeur, mais cette mesure de profondeur ne vient pas du tout de la télédétection, c'est une autre source de données qui a permis d'avoir ces données de profondeur. Quelques premiers résultats, donc on a vu qu'il y avait une assez forte variabilité interannuelle entre que ce soit sur les campagnes d'hiver ou les campagnes d'été, et que cette variabilité, elle n'est pas directement liée à la température de l'air. La température de l'air, elle est représentée sur ce graphique avec les points en bleu. On a une température moyenne pour les hivers les plus chauds, qui finalement n'est pas très éloignée de la température moyenne pour les étés les plus frais. On a également une température, ou en tout cas une gamme de températures qui est relativement faible lorsqu'on regarde les maximales et minimales, notamment si on considère qu'on est sur un secteur qui fait près de 240 km et que certaines périodes, on a un gradient de température uniquement de 1, 2, voire 3 degrés, mais pas plus. Alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir sur des longueurs aussi longues, des distances aussi longues, des gradients de température plus marqués. Et donc, puisque la température de l'air ne semble pas vraiment le facteur de contrôle principal, on a émis l'hypothèse que la température est plutôt contrôlée par notamment les conditions hydrologiques et les caractéristiques de la période de mousson qui est située du coup entre ces deux saisons. Mais là, pour l'instant, on est encore au stade des hypothèses qui restent à valider. On a pu aussi observer des paramètres, des motifs un peu particuliers sur certaines formes, notamment le long des méandres et des bancs de sable, avec une température plus faible sur les secteurs plus larges, plus lents et plus profonds, et une température plus élevée sur les secteurs plus étroits, moins profonds et plus rapides. Et c'est le genre de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. On s'attendait à voir sur les secteurs lentiques, les secteurs lents, une température un peu plus élevée, puisque l'eau a plus le temps de se réchauffer. Et donc, on s'est posé la question de savoir si le fait d'avoir une température plus élevée sur les secteurs étroits pouvait être lié à ce phénomène de mixel dont je parlais tout à l'heure, où en fait, on est trop proche des bancs de sable, et donc le rééchantillonnage des pixels, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre,
viendrait polluer la lecture que l'on fait de la température sur ces zones relativement étroites. Et donc, c'est là qu'est intervenu, ou en tout cas a renforcé notre idée de devoir valider avec une approche terrain les observations qui peuvent être faites sur nos images. Et donc, c'est ce que nos amis ont fait en Inde en avril 2021, où ils sont allés parcourir certains de ces méandres en bateau avec un thermomètre pour aller vérifier ce qu'ils pouvaient mesurer, eux, directement sur l'eau. Et on a observé le même phénomène. Un même phénomène de secteur avec des eaux plus fraîches, plus froides, là où la rivière est plus large et plus lente, et un échauffement le long de ces bancs de sable qui, du coup, n'est pas dû à un artefact sur les images, mais réellement une mesure de température que l'on a validée. La question ensuite, maintenant, c'est essayer de comprendre pourquoi. Donc là, on est en train de mettre en place d'autres mesures de terrain qui vont être faites, notamment en regardant la température dans la 3e dimension, la colonne d'eau, en allant faire des mesures d'hydraulique, etc. Mais là, on s'éloigne du sujet du jour, donc je vais m'arrêter ici. Mais on pourra en discuter plus longuement une prochaine fois si ça vous intéresse. Donc en résumé, ce que je pourrais dire, c'est que l'outil Earth Engine nous a permis d'avoir accès assez rapidement et assez facilement aux produits Landsat et de pouvoir tester différents outils de classification d'images. Ce type de test, il peut être très énergivore et puis très chronophage si on doit le faire nous-mêmes sur notre propre machine. C'est vrai que d'avoir accès à des serveurs à distance comme ça permet de pouvoir facilement tester différents algorithmes et différents outils et pouvoir sélectionner celui qui fonctionne le mieux pour notre cas d'étude. Et puis ensuite de pouvoir du coup lancer toute une série de traitements à large échelle sur plusieurs années sans avoir à mobiliser des ressources d'ordinateurs en interne. Et puis de pouvoir, alors ça c'est un élément qui reste à améliorer, hein, parce que du coup il y a une partie des post-traitements qui sont faits dans d'autres logiciels, notamment SIG, mais pouvoir avoir un maximum de traitements qui soient faits au sein d'une même application ou au sein d'un même logiciel, qui facilite aussi un petit peu les choses. Mais à l'heure actuelle, on a toujours besoin de pouvoir utiliser d'autres logiciels, notamment de SIG, comme disait Pierre tout à l'heure, pour pouvoir avoir un retour visuel qui soit plus facile à avoir, plus accessible, pouvoir contrôler aussi les résultats et pas uniquement se fier à l'algorithme que l'on propose en entrée, mais pouvoir vérifier la sortie. Certains outils particuliers aussi qu'on a utilisés ne sont pas accessibles encore dans ce type d'outils. Et puis, comme certaines données en entrée, par exemple, le fichier de shapefile dont parlait Pierre tout à l'heure, pour pouvoir définir la zone d'étude, ça reste le type de produit qu'on doit fournir et donc on est obligé de passer par d'autres outils en amont pour pouvoir ensuite alimenter le Earth Engine. Et puis bon, je ne reviens pas sur les thématiques que Pierre a déjà mentionnées sur la confidentialité et puis l'avenir d'un outil aussi puissant où tout le monde s'habitue à l'utiliser et quid du jour où ça pourrait ne plus être accessible aussi facilement. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Une des questions qui est ressortie, mais tu y as répondu, c'est quel type de classification tu avais fait. Donc ça, on ne va peut-être pas y revenir là tout de suite. Il y a une autre question qui était sur pourquoi avoir utilisé Landsat. Est-ce qu'il existe des capteurs qui offrent des bandes thermiques qui sont de résolution plus fine et qui auraient pu permettre un travail peut-être de qualité supérieure? Ouais, pour l'instant, on n'a pas d'image thermique satellite avec une résolution plus intéressante que celle de Landsat, accessible gratuitement. À l'avenir, ça devrait arriver parce que les prochains Landsat, en tout cas, il y a eu des échos comme quoi ils pourraient embarquer des satellites avec une meilleure résolution. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Ok, on a vu en fait, alors tu me le confirmes ou pas, je te laisse me dire, est-ce que en fait le travail de terrain reste indispensable pour valider nos traitements sur ces données au sein de Google Earth Engine, ou est-ce que en fait tu considères que par rapport à cette expérience que tu as eue, en fait on peut voir déjà pas mal de choses sans forcément aller sur le terrain? Je pense que la première fois qu'on utilise ce genre de données,
on est obligé de passer par une phase de validation, au moins pour vérifier que ce que l'on mesure correspond à la réalité, surtout avec des images comme ça qui ont une résolution finalement assez grossière et qui en plus ont un post-traitement avant utilisation assez obscur finalement. Pourquoi est-ce que ces pixels sont rééchantillonnés à 100 mètres avec du coup des effets de mélange qui sont un petit peu délétères pour l'utilisation qu'on peut en avoir. Donc on est obligé au moins au début, au moins la première fois, pour pouvoir appréhender correctement ce type d'outil, de passer par une phase de validation. Dans tous les cas, l'utilisation à l'heure actuelle des images thermiques, elle reste limitée à quelques systèmes. Des collègues avaient essayé de le faire sur le Rhône, par exemple, il y a quelques années. Et c'était très vite confronté au fait d'avoir assez peu de pixels disponibles sur l'ensemble du linéaire, même sur le Rhône. Donc l'utilisation est quand même assez restreinte pour le moment, tant qu'on n'a pas des images avec une meilleure résolution spatiale. D'accord. On a eu une question de Jérôme qui dit mais est-ce qu'on ne peut pas rajouter ses propres données dans Google Earth Engine et est-ce que du coup tu n'aurais pas pu faire un travail complémentaire avec d'autres capteurs pour aller plus loin dans ton analyse? Alors là, je ne peux pas répondre parce que je ne l'ai pas utilisé moi-même. Je pense qu'on peut parce qu'on avait déjà fait on avait testé les algorithmes de classification d'images sur nos propres images de télédétection. Mais après, honnêtement, j'avoue avoir mes propres chaînes de traitement avec d'autres logiciels pour traiter mes propres images thermiques. Et donc là, ça aurait été l'utilisation de Google Earth Engine finalement ne m'aurait pas apporté de plus-value puisqu'il aurait fallu que je refasse toute ma chaîne de traitement. Moi, je peux complémenter peut-être un petit peu. On peut en effet implémenter des données sur Google Earth Engine. Il y a sur la plateforme JavaScript, déjà, c'est les données SIG, on peut. Pour les images, je ne suis pas sûre, mais peut-être en passant ensuite par Python. Je ne sais pas, on verra si les collègues qui font des utilisations plus avancées de l'outil pourront nous éclaircir là-dessus avec les prochaines présentations. Alors, il y a Emmanuel Mignot qui nous pose une autre question qui je pense, est intéressante aussi quand on travaille avec les températures de surface. Quelle comparaison on peut faire, enfin, qu'est-ce qu'on compare réellement quand on met en parallèle la température prise avec des thermomètres installés sur le terrain et les données satellitales? C'est-à-dire, est-ce qu'on observe une différence? Oui, est-ce que tu as une différence? Quel serait ce biais? Est-ce que c'est un biais lié à l'instrumentation? Est-ce que en fait, c'est relativement similaire? Il y a une légère différence qui dépend notamment de la façon dont sont post-traitées les images. Quand je parlais de la correction atmosphérique, du coup, suivant les paramètres qui sont utilisés pour la correction, on va avoir une légère différence, mais cette différence, c'est plutôt un écart constant. Donc en fait, c'est une valeur constante qu'on peut facilement ensuite recorriger ou modifier nous-mêmes. Il n'y a pas de dérive, par exemple, en fonction de la température ou en fonction des saisons. Généralement, une fois si la partie correction atmosphérique est bien faite, on a quand même des températures qui sont relativement bonnes, en tout cas pour ce qui est de l'eau. Je ne pourrais pas dire si c'est le cas pour les autres compartiments, parce que moi je m'intéresse uniquement à l'eau. Mais en tout cas pour l'eau, la relation entre la température mesurée et la température imagée est plutôt bonne. Et juste par curiosité pour finir, là vous avez travaillé sur le Gange, donc on comprend que c'est un des cours d'eau les plus larges en fait, qu'on connaisse dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres cours d'eau où potentiellement tu pourrais travailler avec une méthodologie un peu similaire, ou est-ce qu'en fait, par rapport aux résolutions disponibles à l'heure actuelle sur Google Earth Engine, tu restes relativement limité sur les terrains d'études? Non, on est complètement limité par la largeur des cours d'eau. On part du principe que pour avoir une mesure de température qui soit cohérente, il faut avoir un minimum de 3 pixels adjacents, ce qu'on appelle des pure water pixels, des vrais pixels en eau. Et donc, si on veut 3 vrais pixels en eau adjacents pour pouvoir avoir une lecture de la température qui soit fiable,
il faut que la rivière fasse entre au moins 300 mètres. Si on oublie cette histoire de mauvaise orthogonalité, etc. Donc, on est clairement sur des systèmes très larges à l'heure actuelle avec la résolution des images qu'on a à notre disposition. Mais ça va aller en s'améliorant. Oui, on espère. Merci Baptiste. Donc, on va passer à la troisième présentation, qui est donc le travail réalisé par Clément Fraisse à l'Université de Lyon 2 sur les lavacas. Donc bonjour, je suis Clément Fraisse, je suis étudiant en dernière année de master hydrogéologie à l'Université d'Avignon. Et actuellement, je fais mon stage en télédétection afin de détecter des formes d'érosion très spécifiques qui sont sur Madagascar. Donc, ma zone d'étude est assez large, c'est toutes les hautes terres malgaches qui sont entourées sur la carte. D'où le choix d'une plateforme comme Earth Engine, afin de ne pas avoir à télécharger de grosses bases de données et de pouvoir faire un traitement homogène sur toute la zone très rapidement. Donc la population malgache vit surtout à la campagne, où elle vit grâce à la culture du riz et à l'élevage de bétail. Donc le problème avec ces pratiques agricoles, c'est que afin d'avoir des récoltes chaque année, la terre est vite abîmée. Enfin, les cycles de interculture sont très raccourcis, ce qui abîme la terre et ce qui l'empêche de se régénérer complètement. Plus le surpâturage qui met la terre à nu, ça fait que la terre est à nu et donc facilement érodée par les eaux de surface. Et ça provoque le phénomène des lavacas. Donc le lavaca, ça veut dire gros trou en malgache, et c'est ce qu'on voit sur la droite de la photo. C'est ce qu'on appelle un lavaca actif, qui se reconnaît facilement par ses ravines élémentaires, qui déversent ensuite vers le collecteur principal qui est en bas, qui va ensuite alimenter les cours d'eau en sédiments. Donc il y a beaucoup d'hypothèses autour de l'apparition des lavacas. La principale serait que la nappe phréatique viendrait saper le versant de la montagne, et qu'ensuite le lavaca grandirait par ravinement des eaux de surface. Donc, le lavaca reste actif pendant une dizaine d'années, pendant des décennies, et à la fin de son cycle de vie, il se végétalise et cicatrise. C'est ce qu'on voit sur la gauche de l'image. Pour notre présentation d'aujourd'hui, il y a donc déjà des cartographies de population de lavaca qui ont été réalisées, notamment une en 1987 par Olga Iliosa, qui s'est basée sur des dalles de cartes topographiques. Et donc, nous nous sommes servis de cette carte pour choisir une zone test, car on va tester des algorithmes de machine learning. Et avant de les généraliser à tout Madagascar, il faudrait d'abord en avoir un algorithme qui marche sur une zone petite. Donc, nous avons choisi de nous mettre autour du lac Alaotra, car c'est un lac qui est beaucoup documenté dans la bibliographie, car il est en partie dû à la sismicité de Madagascar. Donc, notre zone, c'est celle qui est entourée en haut à gauche en orange. C'est une zone qui est assez caractéristique des hautes terres malgaches, où on retrouve des paysages assez monotones composés de crêtes de montagne, de versants et du fond de la vallée. Et les lavacas se développent principalement sur le versant. On retrouve ici, c'est une image qu'on a créée à partir des données Copernicus Vancouver sous Earth Engine. Et cette image nous montre que la végétation sur les hautes terres est principalement composée d'une savane herbeuse. Et que cette savane herbeuse fait que les sols, les horizons pédologiques superficiels sont très peu cohérents, d'où l'érosion en ravine. Donc, comme on a vu plus tôt avec les présentations d'avant, il y a un grand catalogue de données Earth Engine, notamment des données multispectrales, au Sentinel-2, des données radar, du coup du SAR avec les Sentinel-1, et des modèles de terrain. Le problème avec ces données, c'est que les lavacas sont souvent assez petits, et que donc il n'y a pas assez de dalles pour détecter tous les lavacas. Et donc utiliser ces images reviendrait à accepter de ne pas détecter les petits lavacas. Nous avons fait d'abord des tests qui n'ont pas été concluants. Et donc, nous avons choisi de nous baser sur le fond de carte Google Satellite, qui sont juste des photos RGB, l'équivalent de photos aériennes. Ces photos ne sont pas accessibles sous Earth Engine. Donc, on a dû les télécharger par QGIS et ensuite les importer sur Earth Engine. Donc, pour importer des images sous Earth Engine, on est limité à 10 gigas d'images par tâche. Et en tout, on a le droit à 250 gigas d'images sur notre espace utilisateur, qu'on pourra rappeler dans le script au fur et à mesure. Et également, l'avantage d'utiliser ces images, c'est qu'on a d'abord créé une approche de deep learning que je ne vais pas détailler ici pour l'instant, car on s'éloigne complètement d'Earth Engine.
Mais l'architecture de notre modèle de deep learning va ensuite être utilisée sous Graph Engine. On va essayer de mimer au maximum cette approche. Donc, nous avons utilisé le modèle UNet, qui s'appelle UNet par sa forme d'architecture en U. Donc, dans la phase descendante du U, à droite, l'image est contractée par la convolution. C'est ce qu'on voit en bas. On a un petit kernel de convolution. Du coup, c'est une matrice de poids qui va scanner toute l'image afin de créer une nouvelle image. Et ensuite, on a la flèche rouge représente le pooling, où on va choisir sur une dalle, sur des valeurs, sur une taille de dalle fixée, de garder que la valeur maximale. Et grâce à l'enchaînement de ces deux opérations, on peut apprendre des caractéristiques locales de l'image en ajustant les poids qui sont dans la matrice de poids en vert. Et ensuite, dans la partie montant du U, la partie verte sur le schéma, on va faire un autre type de convolution, une convolution transposée, où on va, à partir des caractéristiques apprises, construire une carte de probabilité de classe sur notre image. Donc, pour implémenter ça sous Graph Engine, on va d'abord uploader nos dalles dans notre espace utilisateur. Et ensuite, il y a beaucoup de noyaux de convolution qui sont implémentés sur Graph Engine. Et on peut également faire de la convolution. La convolution, c'est une opération qui est très lourde à mettre en place informatiquement. Et donc, le boost de calcul accordé par les serveurs de Google est très utile dans ce cas-là. Et une fois qu'on a fait notre convolution à partir de deux noyaux aussi, du coup, le noyau de Robert, qui est un noyau de détection de bord, et le noyau euclidien, qui est un noyau qui permet de rapprocher les plus proches voisins, on utilise la fonction Reduce Resolution de Graph Engine afin de regrouper les pixels qui ont un écart type variable, un écart type semblable, pardon. Et une fois qu'on a notre image avec la résolution baissée, on va mimer la phase montant du U du net en remettant des noyaux de convolution et en faisant du rééchantillonnage afin de détecter les lavacas de manière assez homogène. Donc, on voit ici que visuellement, les lavacas ressortent très bien, mais il y a aussi les cours d'eau qui ressortent. Et notre but, ça va être d'implémenter un classifier Graph Engine pour séparer ces deux classes qui sont assez semblables visuellement. Pour avoir une vision graphique, on a exporté nos points d'entraînement sous Python, qu'on a ensuite traité grâce à la librairie Pandas et qu'on a affiché grâce à la librairie Plotly. Et ici, on voit vraiment l'intérêt de la convolution quand on regarde les boîtes à moustaches qui sont en haut des graphiques. On voit que sur l'image de base, sur les images de base qui sont à gauche, les classes sont très très proches, très mélangées. Et ensuite, grâce à nos deux images, on va pouvoir séparer ce qui est un lavaka et ce qui n'est pas un lavaka. Donc, pour mimer le UNet, où il y a des skip connexions qui permettent de prendre l'image qu'on crée dans la phase de contraction et la mettre dans la phase d'expansion, ici, nous allons fournir à notre classifieur les trois images. Du coup, l'image brute, l'image après la réduction de résolution et l'image complètement convolutionnée. Et nous avons choisi de prendre un classifieur par boosting. Donc, c'est comme a dit Baptiste avant. Le principe, c'est de créer des arbres de décision qui vont imposer des valeurs seuil pour ce qui est un lavaka, ce qui n'est pas un lavaka. Et le boosting permet juste d'avoir moins de surapprentissage, donc d'avoir un modèle qui marche très bien sur une petite zone, mais d'avoir la possibilité de l'étendre sur tout Madagascar, sur toute notre zone d'études, car le boosting permet d'assembler les arbres dans le bon ordre afin qu'au cours de des arbres qui s'enchaînent de manière logique. Ensuite, sous Graph Engine, nous avons utilisé, il y a des outils qui permettent de dessiner des géométries. Donc, ici, nous avons d'abord dessiné des polygones sur ce qui est un lavaka, mais aussi sur ce qui n'est pas un lavaka, car c'est important que notre classifieur apprenne ce qu'il cherche, mais également ce qui ne cherche pas. Et afin d'évaluer la précision de notre classifieur, nous avons séparé notre jeu de données en deux parties. Nous avons gardé 80% qui vont servir à entraîner le classifieur. Et nous avons réservé 20% de ces points, ou 5000 points d'entraînement, 5000 points de validation, pour calculer des métriques, afin de voir si notre classifieur est efficace. Donc, à partir de cette étape-là, on sort complètement de l'API JavaScript de Google Earth Engine. Tout ce qui était fait avant peut être fait sous Earth Engine. Là, on utilise des outils Python, du coup, en l'occurrence Pandas,
pour extraire des tableaux de données, des data frames, où il y aura 2 colonnes. Une colonne avec la classe que l'utilisateur a prédit et la classe que le modèle a prédit. Et du coup, grâce à la librairie sklearn, nous pouvons afficher une matrice de confusion. Donc, sur la diagonale qui va de en haut à gauche à en bas à droite, c'est tout ce qui a été bien classé. Et les 2 autres cases sont les classes de ce qui est mal classé. On voit ici que vu que c'est une couleur jaune, le classifieur classe très très bien. Et à force d'avoir un score plus compréhensible facilement, nous avons utilisé une autre fonction de sklearn qui est des scores. Du coup, il y a des scores non équilibrés qui, dans notre cas, ne sont pas très intéressants car il y a peu de lavaca dans le paysage et qu'une technique pour utiliser le classifieur pour ne pas se tromper, ce serait de dire qu'il y a des lavacas nulle part. Et donc, si on prend par exemple l'accuracy qu'on a ici, on peut avoir une très très bonne accuracy si on dit qu'il y a des lavacas nulle part. Et pour contrer cet effet, nous avons choisi la coefficient de corrélation de Matthews, qui est un coefficient qui va entre -1 et 1. À 0, le classifieur classe tout hasard en donnant la classe la plus probable. À -1, le classifieur se trompe plus qu'il a raison. Et à 1, le classifieur est très bon. Ici, nous obtenons un score de 0,89, ce qui est assez satisfaisant. Mais vu que c'est un problème géographique, c'est aussi important de vérifier le résultat sur une carte. Du coup, à partir de Python, il y a un package DMAP qui permet de bien afficher, d'afficher des cartes Google Earth Engine en très peu de lignes de code. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le classifieur détecte tous les lavacas très très bien, même si souvent, sur les gros lavacas, il oublie le centre. Et que les principales erreurs sont sur les lignes de crête et parfois les fonds de vallée. Et ça, c'est dû à notre matrice de poids de détection de contours qui fait un peu trop bien son travail en détectant trop bien certains contours. Donc, pour l'instant, cette méthode marche très bien sur notre petite zone. On n'a pas encore pu la généraliser sur toute notre zone d'étude. Et pour le faire, il faudra qu'on fasse dalle par dalle, car le problème des dalles Google Stat, c'est qu'elles sont très peu homogènes spatialement et qu'il y a des grosses différences entre les différentes régions. Et donc, pour contrer cet effet, nous devrons recréer des points d'apprentissage pour chaque dalle qu'on voudra traiter. Et pour le coup, là, le couplage de Python et d'Earth Engine permet vraiment d'avoir des modèles de machine learning assez clairs et assez facilement compréhensibles par l'humain et d'avoir vraiment un panel d'outils afin de vérifier que notre classification marche bien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Clément pour cette présentation. Alors là, on voit qu'il y a un niveau d'expertise, enfin en tout cas la chaîne de traitement qui est peut-être plus élaborée que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et on voit surtout qu'il y a l'exploitation de Python, l'API Python. Pourquoi ne pas être resté dans l'environnement par défaut? Est-ce que c'était très bloquant ou est-ce que c'est vraiment une facilité derrière en termes de traitement, de lancement de traitement? Pour le coup, là, c'est surtout tout ce qui est le pré-processing des données, le pré-traitement, peut se faire facilement sous Earth Engine. Mais par contre, dans notre problème du fait qu'il y ait peu de lavacas dans le paysage, les métriques qui sont proposées dans Earth Engine ne sont pas assez cohérentes. Et donc, l'intérêt d'utiliser Python, c'est de pouvoir extraire nos données directement dans le script Python sous des variables. Il ne faut pas besoin de télécharger, c'est juste des variables qui seront enregistrées dans le script et qui seront supprimées une fois qu'on est dans le script. Et qu'à partir de ces variables, on peut sortir tout un tas de scores, notamment notre score de Matthews qu'on a vu. Mais en soi, dans ce cas très précis, on pourrait complètement rester sous Earth Engine, sous JavaScript, et visualiser notre carte et être satisfait de notre résultat. Satisfait ou non. D'accord. Quid de exploiter d'autres capteurs en parallèle, est-ce que ça ne pourrait pas aider justement pour les petits problèmes que tu peux avoir sur des crêtes ou des fonds de vallée? Je pense notamment à la topo, même si effectivement elle est plus grossière que les données que tu as exploitées, est-ce que quelque part elle ne pourrait pas aider entre guillemets à extraire tes lavacas? Si, ça pourrait aider. Pour ça nécessiterait de créer 2 jeux d'entraînement, voire même du coup 3 jeux d'entraînement, car quand on échantillonne notre image à partir des polygones dessinés à la main,
il faut préciser à Earth Engine une échelle à laquelle on échantillonne l'image. Donc là, vu que c'est des images qui sont à 1 mètre de résolution, je les échantillonne à 1 mètre. Et donc, on va créer 3 jeux de données, un à 1 mètre, un à 10 mètres pour les données radar et multispectrales, et un 30 mètres pour la topographie. Et ensuite, juste avec une fonction, qui est la fonction .merge, on pourra fusionner nos jeux de données en un seul et entraîner le classifiant, comme ça. D'accord, merci beaucoup. Et donc là, on a vu en effet par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure, si on peut uploader, si on peut charger cette propre image sur Earth Engine, que c'est en effet possible. Et Marta Crivellaro nous a aussi donné voilà, sur une page de développeur Google pour le faire. Je vous l'ai mis dans le chat. Donc, c'est possible de faire ça de deux façons, donc à travers le JavaScript, à travers l'API Python. Donc, je vous ai mis le lien que Marta a partagé avec nous. Merci, Marta. C'est ça, on peut se libérer en passant par Python, on peut se libérer de la contrainte de 10 gigas par image. Les 10 gigas, c'est seulement si on passe par l'API visuelle JavaScript. Il y avait une autre question. Donc, oui, c'est une question par rapport au modèle UNet. C'est ça, tout à fait. Ouais. J'étais en train de monter le fil. Donc, tout d'abord, j'ai développé le modèle UNet uniquement par Python. Donc, c'est une partie où je n'ai pas du tout utilisé Earth Engine. Oui, ça. J'ai exporté les images depuis QGIS sous des formes de dalles qui font tous la même taille. Du coup, c'était des dalles qui font 500 mètres par 500 mètres, que j'ai labellisé à la main, et qu'ensuite j'ai traité sous Python grâce à la librairie TensorFlow. Donc là, c'est un cas qui n'utilise pas Earth Engine et qui est très long à entraîner sur une machine locale. C'est très long, très compliqué. Et j'ai essayé de mimer un peu ce modèle de deep learning grâce à Earth Engine. Donc, le problème, c'est que là, on ne peut pas du tout entraîner les poids, les matrices de poids, les kernels, ils ne sont pas entraînables sous Earth Engine. On peut juste entraîner le classifieur. Merci beaucoup, Clément. Et donc, on enchaîne avec la dernière présentation de Simonet et de Patrice. Moi, je vais vous parler d'un travail que je fais depuis environ 1 an, qui est en fait un travail de deep learning, mais je vais me concentrer sur les aspects Google Earth Engine pour la thématique. En passant, ce que vous voyez en arrière, c'est le Moyen-Gange. Je n'ai pas fait de collusion avec Baptiste. Ceux qui me connaissent savent que ma ferme est en haut à gauche. Donc, mais bon. Alors, l'idée du projet, c'est assez simplement de faire une intelligence artificielle qui va pouvoir classifier toutes les rivières du monde. Il faut savoir que, tout d'abord, il y a des papiers qui ont cherché à classifier toute l'eau sur la planète avec Google Earth Engine en utilisant le Normalized Difference Water Index, qui est un index qui est sensible à l'eau. Mais bon, premièrement, il y a beaucoup d'erreurs associées à cette méthode-là. Et deuxièmement, évidemment, ça ne fait pas de distinction entre les lacs et les rivières. Et ça, c'était une des choses que je voulais faire, de vraiment identifier seulement les rivières. Et donc, à peu près à ce temps-ci, il y a 1 an, Esri, qui sont les créateurs de ArcGIS, ont sorti un Global Land Cover Map qui donnait une classe d'eau. Et j'ai eu l'idée que, bon, là, je vous donne un exemple ici, on a une rivière, c'est une vue infrarouge, en couleur un peu, en couleur fausse. J'ai pensé qu'avec quelques règles simples, on pourrait faire une différence entre les lacs et les rivières. Donc, par exemple, ici, j'ai une rivière et je peux faire un algorithme assez simple qui va dire que si l'objet d'eau, qui est en bleu, touche à 2 portions de bord, c'est une rivière. La plupart du temps, il y a des issues. Et si c'est un objet d'eau qui est concis à l'intérieur de l'image, c'est un lac. Donc, avec ce système-là, j'ai réussi à faire un algorithme pour me faire un jeu d'entraînement. Et donc, l'idée, c'est d'appliquer ces données-là globalement avec Google Earth Engine et donc appliquer à avoir une classification à une résolution Sentinel-2, donc 10 mètres, qui est globale, proprement. Donc, juste une petite révision pour éviter la confusion. Donc, j'imagine que tout le monde sait que le monde est divisé en 60 zones dans le système Mercator, le système UTM, si vous me permettez l'anglicisme. Donc, on a 60 zones qui sont 6 degrés en longitude, mais en plus, l'armée américaine a redivisé le monde en blocs qui sont généralement de 8 degrés en latitude. Donc, le monde est divisé en plusieurs centaines de zones qui font 6 par 8 degrés. Chaque zone couvre une surface à peu près équivalente à 50 tuiles Sentinelle
Et cette zone, ce carré, moi j'appelle ça un carré UTM, on va dire, devient la base de mon processing en Google Earth Engine. Donc, à la base, au minimum, on va télécharger un bloc de 6 par 8 degrés en Google Earth Engine. Donc, moi, effectivement, j'ai utilisé Python. Premièrement, principalement, c'est parce que tous les algorithmes d'intelligence artificielle que j'utilise, moi, j'utilise moi aussi TensorFlow. Et une chose que je n'ai pas faite comme personne, je n'ai fait aucun processing en Google Earth Engine. J'ai tout téléchargé, mais il faut dire que la carte graphique que j'ai est plus puissante que ce que Google offre. Donc, j'ai une carte, une A5000, c'est un monstre. Donc, j'ai un Google Drive que j'ai augmenté à 10 terabytes. Hein. Christelle s'est demandé si Google Drive était gratuit. Bien, moi, je sais pour un fait que Google Drive n'est pas gratuit. Je dis toujours, il ne faut jamais oublier que Google, c'est une des corporations les plus riches au monde. Ils savent comment faire de l'argent. Et avec Google Earth Engine, c'est avec le stockage que tu te fais avoir, comme on dit au Québec. Bon, donc, j'ai un gros Google Drive et moi, dans le fond, je synchronise mon Google Drive avec mon ordi et je télécharge au fur et à mesure. Tout est sur Python. Les données d'entrée sont dans un CSV en latitude, longitude, et Google Earth Engine me renvoie ça en UTM pour garder la résolution, pour avoir une résolution constante, la plupart du temps à 10 mètres. Et j'ai 3 types de données, en fait. Donc, j'utilise Sentinel-2, évidemment, les bandes 8, 4, 3, donc à 10 mètres. J'utilise aussi, il y a un produit Send to Cloudless que Simonet a codé dans notre page Google Earth pour avoir une masque de nuages. Et j'utilise aussi 2 produits Modis qui sont assez bons. Modis a un produit pour la neige, et ça, c'est une résolution de 250 mètres. Et aussi un produit pour l'eau. Bon, évidemment, à l'intérieur des terres, c'est inutile, mais c'est très pratique pour les océans. Ça l'aide beaucoup pour avoir un masque océanique très, très propre. Et dans tout ça, j'utilise ce qu'on appelle un reducer en Google Earth Engine. Et pour transformer toutes les images disponibles en une seule image, on prend la médiane de toutes les images disponibles. Donc là, je vous ai juste mis un petit peu de code en bas à droite, mais bon, c'est du code Python. Je dirais un peu barbare. Google Earth, c'est clair que ça a été fait sur Java en premier et qu'ils l'ont fait en Python après, mais c'est quand même utile. On ouvre une page Colab. Hein, si vous ne connaissez pas Google Colab, Colaboratory, c'est un API dans les nuages en ligne pour faire un peu de codage, mais ça permet on peut relier ça à Google Earth Engine et en même temps à son Google Drive. Et comme ça, on arrive à faire une chaîne de traitement pour télécharger toutes les images. Est-ce qu'on obtient une chose que je me suis rendu compte pour étudier les rivières, Google Earth Engine, ce n'est pas nécessairement simple. Donc là, je vous montre une image, c'est environ de l'image de fond. Donc, on voit l'Inde. Si je prends ma petit pointeur, donc ici, on a le Gange principal, ici, c'est la rivière Kosi. Et ça, c'est un résultat Google Earth Engine typique. Donc, premièrement, vous voyez, le gros carré noir. Bien, ça devrait être l'Himalaya, mais il n'y avait pas de données disponibles avec moins de 20 de nuages. Donc, ça, c'est un premier problème. Deuxième problème que vous voyez un artefact ici, un beau carré dans les nuages. Évidemment, ce n'est pas naturel et ça montre qu'une image Google Earth Engine, c'est plus complexe qu'une image normale, c'est un composite. Donc, moi, dans mes conditions de base, je voulais quand même travailler avec une image par GZD. Donc, ça, c'est une image par carré de 6 par 8 degrés. Donc, on a 8 degrés ici par 6. C'est quand même gros. Avec une résolution de 10 mètres, ça fait des images d'environ 80 000 par 50 000 pixels. C'est assez énorme. Notre instinct, ce serait d'avoir le même seuil pour les nuages, d'être constant. Et on a tendance à faire la supposition que chaque image est comme une image normale. Mais dans le fond, le troisième point, c'est faux. Il faut faire attention. Donc, ça, j'essaie de faire une réflexion là-dessus. Pour choisir les paramètres de Google Earth Engine, donc si par exemple, on se dit que notre priorité, c'est un seuil de nuages très bas. Donc, par exemple, je veux seulement des images qui ont moins de 5 de nuages. Le problème, c'est que si on fait ça, on va avoir très peu de données. Si on décide, par exemple, de résoudre ce problème-là en disant, OK, je veux 5 de nuages, mais donc je vais échantillonner pendant 6 mois. Et donc, je vais finalement avoir des données. Et le problème, là, si en ce qui me concerne, on veut étudier les rivières, c'est qu'en 6 mois, une rivière change énormément.
Et donc là, hein, quand on ajoute la priorité d'avoir un changement minimum dans le chenal, ça peut compliquer, ça peut nous donner soit si on dit, hein, je veux qu'une rivière va changer de façon significative en une semaine, donc j'ajuste une duration, un échantillonnage de une semaine avec un seuil de nuage de 5 il n'y aura rien. Donc, il faut trouver un compromis entre les paramètres. Et ce n'est pas évident et je n'ai pas la prétention d'avoir la bonne réponse. Mais ce que j'ai fait, donc, le seuil de nuage, j'ai mis à 20 et j'ai décidé de faire un échantillonnage de 1 mois dans la plupart des cas et de 2 ou 3 mois quand on ne peut pas avoir un minimum de 25 de couverture de nuages. Est-ce que ça donne? Donc, voici, ça, c'est les disponibilités globales. Mon objectif, c'est de faire ça pour chaque saison, donc faire le monde 4 fois. Donc, en vert, c'est les zones où on aurait au moins un minimum de 25 Donc, ce n'est pas un objectif très ambitieux, je le reconnais. Hein? C'est au moins, c'est vraiment un minimum, 25 En jaune, c'est quand il faut faire un échantillonnage de 2 mois pour atteindre le 25 En orange, c'est 3 mois. Et en rouge, même après 3 mois d'échantillonnage, on n'arrive pas à avoir 25 de chaque carré de 6 par 8 degrés qui est couvert. Et là, vous voyez aussi ma zone d'étude. J'appelle ça le monde non polaire. Donc, j'ai enlevé tout l'archipel arctique et l'Antarctique, mais ça revient environ à 96 du globe. C'est mon site d'étude. Bon. Donc, là, je suis vraiment à grande échelle. Pour finir, mes leçons. Donc, il faut seulement télécharger les bandes essentielles. Moi, j'ai travaillé avec les bandes 843 et c'est tout, avec les produits Mozis. Pour chaque tâche Google Earth Engine, il y a un temps de base. Et donc, c'est beaucoup mieux de télécharger des grandes tuiles, mais peu de grandes tuiles, et de faire la retaille plus tard. Ça peut sembler contradictoire, mais par exemple, quand j'ai fait le jeu d'entraînement, il y avait environ 700 000, bon, il y a au-dessus d'1 million de tuiles initialement. Ce n'était pas possible de faire ça élément par élément, parce que 1 million fois environ 8 minutes, ça faisait un temps fou. Donc, il faut prendre des grands morceaux et les faire plus tard. Une chose, et ça, c'est personne ne l'a mentionné, mais quand on fait avec Python, Google Earth Engine est séparé en côté serveur, côté client. Il y a des opérations qui se font chez Google, il y a des opérations qui se font sur notre ordinateur, et ce n'est pas possible d'interroger Google, avoir une réponse et décider d'un téléchargement. Donc, par exemple, si on a un statement Python, un if classique, un si telle condition est remplie, télécharge. Donc, par exemple, je ne peux pas demander à Google Earth Engine, bon, s'il y a une tuile avec 20 de nuages, télécharge. Il faut absolument faire l'essai. Il faut télécharger la tuile. Ah, il y a 23 de nuages. Oups, il faut recommencer. Ça devient un peu essai-erreur, donc il faut travailler à basse résolution avant. Évidemment, il faut minimiser la résolution. Donc, les produits Modis, je n'ai pas cherché à les rééchantillonner à 10 mètres comme Sentinelle. Je télécharge le produit Modis à 250 mètres et j'utilise des opérations vecteur, raster, de GIS pour refaire la résolution. Et ça, il faut apprendre les librairies OSGeo. Finalement, il faut savoir faire du GIS en Python. Il ne faut plus avoir besoin de QGIS ou presque pas. Je l'ai déjà dit, Google Earth Engine, ce n'est pas gratuit. Et finalement, une chose en travaillant, on se rend compte que Google Earth Engine, ça donne des images composites. Leur réponse à nos algorithmes n'est pas encore bien comprise. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, je dirais. Et donc, je vais m'arrêter là, c'est tout. Et je vais laisser la parole à Simonet. Je serai très rapide. Bonjour à toutes et à tous. Simplement pour des informations complémentaires, partager vos expériences par rapport à ce que Patrick vous a déjà dit. Je vais partager, parler de certaines expériences que nous conduisons. Alors, étant donné que vous avez la possibilité de classifier les systèmes de rivières, de sentiments avec le GE, nous, on a conduit des expériences en essayant de développer des indicateurs géomorphiques. Alors, l'exemple que j'aimerais partager avec vous rapidement, c'est tiré du bassin de la rivière Pau. Ça peut être généralisé. Ce qu'on peut voir ici, le long du Pau, c'est 3 bandes sédimentaires et vous avez un masque qui est plus
le canal actif. Donc, on a appliqué un classificateur en utilisant les images disponibles de 2018 à 2021, sont de Sentinel-2, donc 146 images au total, Sentinel-2, une moyenne de 30 par année de prises d'images. Nous avons été assez sévères sur les critères, avec une couverture de plus d'1% de nuages. On a appliqué une classification particulière et on a appliqué une autre algorithme qu'on a développé avec Patrice, le précédent comparé au classificateur précédent. C'est un classificateur basé, un classificateur pour classifier les sédiments, l'eau et la végétation. Ici, on a appliqué à la période, on a apporté des informations sur la probabilité de donc, chaque pixel peut être un sédiment de l'eau ou de la végétation. C'est un exemple en séparant ces trois éléments. Donc, on peut choisir la fenêtre d'intérêt. La fenêtre qui vous intéresse, ici, ce que l'on voit, c'est la fenêtre de temps sur les 4 années, de 2018 à 2021. Et évidemment, ici, vous voyez des pixels plus larges, ce sont des segments plus exposés. Et un exemple pour l'eau et pour la végétation. Donc, un premier exemple que l'on peut extraire de ce type de classification, c'est une image ou une image RGB, donc on peut justement interpréter la classification géomorphique selon ce que vous cherchez vos intérêts. Donc, c'est un bon point de départ. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un autre exemple qu'on a développé en utilisant la boîte à outils. On a partagé la rivière en unités, ce que l'on pourrait appeler des unités géomorphiques de base de 100 mètres. Donc, chacune de ces unités longitudinalement le long de la rivière représente 100 mètres de longueur. Puis, on a défini l'unité qui appartenait à la barre 1, barre 2, barre 3. Et en utilisant cette information, on était en mesure de développer des graphiques comme celui-là. Un exemple, par exemple, pour l'année 2018, pour l'année 2019, et entre les années suivantes, les années 2019. Vous voyez ici, sur l'axe des X, c'est le niveau d'eau moyen quotidien. On obtient ça d'une station de message. On peut voir ce qui a été classifié comme de l'eau en bleu, la végétation en vert, puis la barre de végétation avec le niveau de l'eau qui augmente. Alors, ça vous montre à la base les changements de niveau, comment les changements de niveau d'eau va avoir un impact sur le nombre de pixels qui ont été classifiés comme de l'eau, des sédiments ou de la végétation. C'est une relation indirecte entre la morphologie de la rivière. Donc, si vous pouvez détecter un changement dans cette corrélation au cours de l'année, ben, ça vous montre les processus géomorphologiques qui sont en cours. Et donc, je vais vous montrer maintenant un exemple pour le bar 1, le bar 2, bar 3. On peut extraire justement des régressions de ces informations. Ce qu'on peut voir ici, c'est le pourcentage de pixels classifiés en tant que barre de sédiments. Ici, on peut voir comment entre 2018, ici en orange, et 2021 en marron, pour le bar 1, principalement pour des niveaux d'eau très bas, la quantité de pixels pour les niveaux d'eau les plus bas était beaucoup plus importante en 2018 comparé à 2021. Et ici, on peut voir la différence. Les bar 1, c'est là où on a eu les plus grands changements, alors que bar 2 et 3, les changements sont beaucoup intérieurs. Bon, ce sont des résultats préliminaires, mais ils vont dans le sens où on peut utiliser des hautes fréquences, les informations satellitaires à haute fréquence, les images satellites
avec ah oui, d'accord, un temps d'acquisition à haute fréquence pour observer justement les changements géomorphologiques. Donc, donc, on peut observer des processus. Il y a beaucoup de défis à relever. J'aimerais mettre quelques-uns en exergue. D'abord, ce n'est pas facile, mais c'est possible d'identifier le masque du canal actif de façon automatique. Donc, chaque fois, selon que vous regardez, vous cherchez une période selon la période de temps, 20 ans par exemple, il faut trouver une façon intelligente d'identifier le canal actif dans lequel vous voulez classifier chaque date. Donc, autrement, ce n'est pas possible. L'autre, il faut automatiser le processus. L'autre défi, c'est la définition de l'unité de base géomorphique d'analyse. Donc, on utilisait l'outil du corridor fluvial avec une résolution à 200 mètres. Puis ensuite, on a pris un code Python pour développer les graphiques que je vous ai montrés avant. Mais c'est toujours, on est au balbutiement. Il y a beaucoup de travail à faire dans le futur pour justement améliorer les résultats. Bon, je vais m'arrêter là. Merci. Patrice, quid de la validation de tes traitements à l'échelle du monde, presque? Je crois que tu as plus ou moins répondu, mais peut-être tu peux faire une réponse à tout le monde. J'ai fait une validation un peu classique deep learning. Donc, dans un premier temps, j'ai stratifié mes données parce que moi, une chose qu'il ne faut pas faire, je ne veux pas trop dévier de Google Earth Engine, mais dans la validation, quand on travaille avec de l'intelligence artificielle en télédétection et sur la Terre, moi, à mon avis, il ne faut pas se fier sur une validation qui utilise seulement un pourcentage quelconque. Moi, j'ai juste pris 5 parce que je les ai contrôlés à la main puis j'avais un chiffre énorme, mais il ne faut pas se fier à un pourcentage de notre traitement de données parce que, par exemple, on peut avoir 2 tuiles qui sont juxtaposées dans le vrai monde. Il y en a une qui va à la validation et il y en a une autre qui va dans le jeu de traitement. Dans les faits, si le modèle a appris comment identifier une tuile, l'autre est très similaire. Il y a une très forte corrélation spatiale dans le monde naturel. La tradition de prendre 20% des données en validation, ça vient dans des sciences informatiques où, par exemple, on a 2 photos de chiens, mais ce n'est pas le même chien, ils ne sont pas dans la même pièce et ce n'est pas tout simplement le fait d'avoir tassé la caméra. Donc, moi, j'ai stratifié les données, j'ai gardé les zones UTM paires pour entraîner le modèle. J'ai gardé des données dans les zones UTM impaires pour valider le modèle. Et en plus de ça, avec Simonet, on a des zones à la main. Et moi, la précision, donc si je compare avec les modèles qui trouvent l'eau, je suis à peu près à la même valeur autour de 90%, pas autour de 80 ou 80. Par contre, pour faire la différence entre les lacs et les rivières, ça baisse un peu. Mon CAPA est à 82,5. Et je sais que ça va sembler bas parce que on pense à intelligence artificielle, 98%. Mais il n'y a pas vraiment de comparaison. Il y a pas, à mon avis, à ce que je sache, c'est le seul modèle global qui peut différencier les lacs et les rivières partout au monde. C'est un modèle, hein, ce n'est pas un modèle par zone, c'est un modèle qui fait tout ça. Et donc, on est un peu en terrain nouveau. Et si je compare mes données de densité de rivière avec les papiers établis, vu que, évidemment, j'ai une limite, on est en sentinelle, les rivières à moins de 30 mètres de largeur sont très difficiles à voir, mais pas impossibles. Et les rivières à moins de 10 mètres de largeur sont impossibles à voir. Donc, si on regarde dans les statistiques, on arrive à peu près dans les bons chiffres, peut-être un peu en dessous que certaines personnes avaient estimé par des méthodes purement statistiques. Mais ça, c'est un autre débat, non Google Earth Engine. Il y avait justement Jérôme qui venait de te titiller en disant mais ah ben oui, voilà, GG, je m'excuse, mais écoute, des petits pissous de moins de 10 mètres, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Et il y a d'autres personnes qui disent à quand la fusion entre Google Earth Engine et Planète? Oui, les données Planète sont de moindre qualité. Hein. Ça, moi, je pense que le gros travail qui reste à faire maintenant, c'est d'appliquer mon modèle, de transférer aux données Landsat pour avoir l'échantillon temporel là, et avoir la puissance de calcul pour traiter parce que, bon, en ce moment, c'est grosso modo 1 mois par une fois le monde, c'est 1 mois presque. Hein, si on rajoute le post-traitement, regarder les données, le contrôle de la qualité. Donc, j'arriverai à peine à suivre les données nouvelles Sentinelle. D'accord.
Alors, moi, ce qui m'a… Enfin, du coup, la présentation vos deux présentations me font dire qu'en fait, on a peut-être des cours d'eau qui sont très changeants au cours du temps. Et est-ce que, du coup, ce ne serait pas aussi intéressant de travailler sur cette thématique du changement des cours d'eau et de voir, en fait, quels sont les cours d'eau qui évoluent peu ou pas dans le temps, et puis ceux, au contraire, qui sont en évolution permanente, notamment en lien avec les saisons. Oui, ça serait un de nos objectifs, hein, d'avoir un observatoire. Ça, c'est une idée de Simonet, un observatoire des rivières. Moi, je sais que le papier devrait être soumis bientôt, puis j'ai l'intention de mettre au moins les images que vous avez vues, les classifications et les vecteurs en ligne disponibles à tous, puis éventuellement plus. Et peut-être qu'on pourrait venir compléter. Alors, là, j'appelle la communauté scientifique, mais je sais que tout le monde travaille sur des petits cours d'eau, enfin, à une très haute résolution sur des petits bouts de cours d'eau. Et peut-être qu'effectivement, en fait, partager ces travaux, ça pourrait permettre aussi de compléter ce que tu as fait à large échelle et de voir, en fait, quels sont les biais potentiels de ces données qui sont à l'échelle du globe, mais qui ne sont peut-être pas encore de qualité optimale. Enfin, de précision optimale. Et un grand merci pour toutes ces présentations. Peut-être je vais laisser le mot de la fin à Barbara, puisqu'elle a essayé de compléter tout au long des présentations la petite dia qu'on avait mis au début pour dire quels sont les pour et les contre. Et bien évidemment, tout le monde peut venir compléter ce qu'elle a fait. Je lui laisse la main. Alors, pour les pour, je pense qu'à peu près, on avait déjà un peu fait le tour. C'est des points qui ont été répétés tout le long. On va pas les revoir maintenant. Ouais, une chose en plus, peut-être, c'est le fait, du coup, on n'avait pas dit, c'est le fait que voilà, on peut travailler à des larges échelles. On l'a vu avec la dernière présentation de Patrice également et de Simonet. Et puis aussi le fait, du coup, ayant accès à ces grandes quantités de données, le fait de pouvoir faire des tests et de façon, voilà, plus ou moins facile selon le niveau de chacun. Mais voilà, c'est cette possibilité, on a accès aux données, donc on peut les tester. Patrice, il nous a donné des conseils pour le faire, donc travailler aussi avec peut-être des données à résolution moindre d'abord avant de se lancer avec les données à haute résolution. Mais du coup, j'ai rempli beaucoup de trucs sur les contres de cet outil et ça tourne beaucoup. En fait, j'ai détaillé un petit peu les aspects donc, de l'utilisation des données et leur gratuité. Voilà, donc je ne sais pas si là-dessus, il y a quelqu'un qui veut rebondir. N'hésitez pas à lever la main ou ajouter des choses dans le chat. Je n'arrive pas à tout suivre. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez parler là-dessus. Mais du coup, ce qui a été dit, voilà, c'est le problème de l'accès à ces données, notamment dans le futur. Si Google a arrêté le fait que ce soit gratuit. Patrice, tu voulais dire quelque chose? Moi, je pense pas. Moi, je ne crois pas que Google. Moi, je crois que c'est très lucratif pour Google déjà. Déjà, moi, je me suis fait avoir, hein, pour ceux qui connaissent Google Drive le savent, hein, un Google Drive de 10 terabytes, ce n'est pas donné. Et moi, j'ai déjà l'impression que Google Earth Engine, c'est passablement lucratif. Puis en plus, ce que Google tente maintenant de faire, c'est de nous faire utiliser leur serveur pour faire le processing, parce qu'on peut faire rouler des modèles, on peut faire rouler TensorFlow sur Google Earth Engine, mais ce n'est pas gratuit. Moi, j'ai bien l'impression, parce que c'est clair qu'un Google Drive de base, comme vous avez dit, 15 gigabytes, c'est rien. 15 gigabytes, c'est même pas une zone UTM. C'est minuscule. Donc, ils font de l'argent, il ne faut pas s'inquiéter pour Google. Yeah. Et bon, on a presque écoulé le temps, malheureusement, on a pris plus de temps que sur les présentations et tout, et sur les questions. Mais pour conclure, donc encore deux petits points. Aussi, on a vu donc le souci avec les JavaScript. Donc, c'est bien du JavaScript et pas du Java tout simple. L'API sur Google Earth Engine. Donc, ce n'est pas donné pour tout le monde de s'initier à ça. Et on a vu également donc, le problème d'analyse limitée qu'on peut faire directement. Donc, c'est mieux, on l'a vu avec les deux dernières présentations, de combiner avec Python. Et aussi, ce qui est sorti, c'est des options limitées en termes de visualisation. Donc là, encore une fois, il faut sortir de JavaScript sur donc la plateforme web de Google Earth Engine pour pouvoir aller un peu plus loin.
Un autre point que c'est important, et là je parle à la communauté française, mais à l'autre aussi, dans le reste du monde qui est présent aujourd'hui. Donc, on n'a pas de formation, nous, à l'Université française pour l'instant, sur Google Earth Engine, donc ces applications dans le domaine de l'environnement et donc sur JavaScript. Merci à tous et à toutes de votre participation.